étudier une des nouvelles d'Evry de la Vigne de Colette, intitulée Le Printemps de la Riviera. Alors c'est une nouvelle écrite par cette autrice du XXe siècle, au style poétique, qui fait que certains de ses textes s'apparentent presque à des poèmes en prose, ce qui va être le cas en partie du texte d'aujourd'hui, qui oppose, alors qu'elle est à Nice, la beauté du Midi à la beauté de sa terre natale, la Bourgogne. Enfin, Midi menteur, tu fleuris et n'embaumes pas. Vainement, sous le banal parfum de tes fleurs, mon âme forestière quémande ici l'odeur même de la terre, la souveraine odeur du sol vivant, fertile, humide. Le geste amoureux qui me penche, narine ouverte vers un pré arrosé de pluie tiède, n'a point ici sa récompense. Et tu n'es que poudre blanche et que roc fleuri. Il y a moins de printemps parmi ces roses, sous ces orangers lumineux d'oranges mûres, que dans un seul jour de dégel, là-bas, en mon pays aux collines voilées. Joli midi menteur, je donnerai toutes tes roses, toute ta lumière, tous tes fruits, pour un tiède et frais après-midi de février où, dans le pays que j'aime, la neige bleuâtre fond lentement à l'ombre des haies et découvre brin à brin le jeune blé raide d'un vert émouvant. Sur l'épine encore noire, un merle verni glougloute mélodieusement, égoutte des notes limpides et rondes, et le parfum de la terre délivrée, l'arôme sûr qui monte du tapis de feuilles mortes macérées 4 mois, triturées par le gel et la pluie, emplissent mon cœur de l'amer et incomparable bonheur printanier. Nous étudierons ce texte en nous demandant en quoi le rejet de la beauté convenue et superficielle du Midi permet de dessiner petit à petit le portrait élogieux du pays natal. Et pour cela, nous étudierons tout d'abord le premier paragraphe qui présente l'impossible union entre la narratrice et la nature du Midi. Il faut passer ensuite au deuxième paragraphe qui commence par une opposition entre les deux pays, le Midi et son pays natal, la Bourgogne, et enfin qui termine par un hommage poétique, quasiment une sorte de petit poème en prose en une seule et longue phrase, qui fait l'éloge de ce locus amoenus, de cette terre qu'elle a connue enfant. Nous commençons dès le départ par une apostrophe au Midi, une apostrophe à ce pays qui, ainsi personnifié, qualifié de menteur, est donc présenté comme le rival de son pays à elle. Et la suite de la phrase « tu fleuris et n'embaumes pas », avec une proposition positive et une proposition négative, oppose donc l'apparence finalement, les fleurs qui poussent dans le Midi, et quelque chose de plus profond, les odeurs, qui n'apparaissent pas malgré les fleurs. Ici, elle s'oppose un peu à l'image classique que l'on se fait du Midi, aux fortes odeurs, pour lui préférer non pas les odeurs sèches et brûlées de la lavande ou des pins, etc., mais l'odeur, on va le voir après, terrestre, l'odeur forestière de la terre, de l'humus. Elle poursuit donc en montrant qu'il est inutile d'essayer de chercher l'odeur dans ce pays. Chercher l'odeur pour Colette, on l'avait déjà vu dans d'autres nouvelles, c'est renouer avec ses souvenirs, puisque dans Dernier Feu, on la voit qui renoue avec ses souvenirs grâce à l'odeur des violettes de leur jardin. Quand on est dans la forêt de Crécy, un peu avant le printemps de la Riviera, en marge d'une page blanche 2, c'est l'odeur des fraises qui la ramène dans sa terre natale. Et donc, elle a ce réflexe de chercher les odeurs, mais ici, l'adverbe vainement mis en exergue au début de la phrase montre que c'est inutile, et que cette odeur qu'elle quémande, on voit le verbe quémander qui est très fort, ne lui permettra pas en tout cas de retrouver cette union à laquelle elle aspire avec la nature. D'ailleurs, l'odeur du Midi est présentée comme banal parfum de tes fleurs. On a uniquement le mot fleur là où habituellement Violette souvent détaille toutes les espèces de fleurs, dans le jardin de Sido par exemple. Elle s'attache aux particularités de chaque espèce, mais là, elle les regroupe toutes dans un seul nom, celui de fleurs, très commun, qui montre ici le peu de particularités qu'elle voit dans le pays qui l'entoure. Et l'odeur qu'elle quémande est caractérisée par une énumération finale, vivant, fertile, humide. Alors déjà, elle est souveraine, donc ce qui montre l'importance de cette odeur pour elle, et puis elle est vivante, fertile, humide. Cette énumération présente la terre comme quelque chose de nourricier, qui donne la vie à travers l'adjectif vivant, mais aussi fertile, donc ce qui donne la vie, et l'humidité, qui rappelle, comme dans la promenade à l'aube, le ventre maternel, le lieu de naissance finalement, l'eau qui représente la naissance. Et d'ailleurs, l'opposition entre le Midi et le pays natal va être particulièrement axée autour de la question de l'humidité et de l'eau. Donc de cette vie contenue dans le pays de son enfance. Et nous voyons que le geste qu'elle a vers la nature est un geste amoureux. Donc il y a une certaine sensualité qui se dégage du texte, puisque
L'amour est normalement destiné à une personne, mais ici il s'adresse à un pays, et il se fait justement dans l'action de sentir. Le geste amoureux qui me penche narine ouverte. Elle ne se penche pas pour se faire des caresses, elle se penche pour sentir. Mais ici, cette attitude amoureuse, qui représente bien la tentative d'union, comme dans l'amour où on veut s'unir à l'être aimé, si elle veut s'unir à la nature, n'aboutit à rien, puisqu'on voit ici la négation n'a point ici sa récompense, négation totale, qui lui refuse la récompense, terme qui fait écho à un texte de Sido que nous avons étudié en début d'année, qu'elle écrira plus tard, où elle dit que sa mère lui offrait l'aube en récompense. Et alors que l'aube lui était offerte en récompense quand elle était jeune dans la région autour de Saint-Sauveur-en-Puisaye, ici, elle ne reçoit pas la nature en récompense. Et on voit la négation restrictive, tu n'es que poudre blanche et que roc fleuri, qui insiste donc sur le caractère minéral de cette terre, minéral donc composé uniquement de poudre, de roc, malgré les fleurs, mais les rocs sont fleuris, ce qui est quelque chose de paradoxal, puisque les fleurs poussent normalement dans la terre, et là elles semblent même pousser sur des pierres, mais ce qui permet d'insister sur finalement des fleurs qui ne viennent même pas de la terre, donc qui n'ont qu'une vie frêle et fragile, issue de quelque chose de trop minéral, trop mort, pour véritablement embaumer, comme ça avait été dit auparavant. Et donc on a véritablement une terre privée de vie, puisque principalement minérale. Et à partir de là, alors au départ elle parlait plutôt du Midi, elle va de plus en plus dresser le portrait de sa terre natale pour aboutir dans le troisième mouvement à véritablement l'hommage à cette Bourgogne de son enfance. Mais alors qu'au départ ce portrait de la terre natale était en creux, dans le deuxième mouvement qui commence, l'opposition devient explicite avec le comparatif, -2, qui présente une opposition désavantageant le Midi, moins de printemps parmi ces roses sous ces orangers lumineux d'orange mûr, avec une énumération qui présente les aspects habituellement positifs du Midi, les roses orangés lumineux d'orange mûr, avec la polyptote qui insiste sur ce fruit du Sud. Mais ces éléments du Sud, normalement positifs, sont ici mis de côté dans la comparaison pour mettre en valeur le dégel, le brouillard dans la métaphore du voile, qui caractérise au contraire le printemps de son pays natal. Un printemps beaucoup plus froid, beaucoup plus humide à nouveau, puisque le dégel sous-entend la glace, donc l'eau, voilée c'est le brouillard, donc à nouveau l'eau, qui est donc le symbole de cette vie qui reprend. Et l'opposition continue donc avec à nouveau une apostrophe. Ah si, juste avant, j'ai oublié de rappeler que les démonstratifs ces roses, ces orangés, mettent à distance le Midi, par opposition au possessif mon pays, qui est associé à l'adverbe là-bas, qui montre que ce pays est loin, mais paradoxalement plus proche, puisque le possessif insiste sur l'appartenance quasiment physique de ce pays, de la narratrice à ce pays. Et donc ensuite on a une deuxième fois l'apostrophe au Midi, avec à nouveau Midi menteur, mais précédé certaines fois de l'adjectif joli, une apostrophe donc paradoxale, qui montre finalement que cette beauté est mensongère puisqu'elle ne la satisfait pas. Et on voit d'ailleurs qu'à partir de ce moment-là, elle rejette définitivement, en tout cas dans ce texte, le Midi, avec le verbe donner, je donnerai, qui, au conditionnel, exprime le souhait de se débarrasser de ce Midi pour retrouver sa terre natale. Je donnerai, puis ensuite on a une énumération, toute tes roses, toute ta lumière, tous tes fruits, avec l'anaphore de tous, le pluriel, tes roses, tes fruits, qui mettent l'accent sur les excès de cette beauté qui est plutôt une beauté d'apparat, avec les images convenues des roses, de la lumière et des fruits du Sud, pour l'opposer ensuite à la douceur du printemps de sa jeunesse, avec des adjectifs comme tiède, frais, qui sont des adjectifs finalement assez doux, progressifs, entre deux, tièdeur, fraîcheur, c'est ni trop chaud ni trop froid. L'après-midi aussi, qui est une période entre deux moments, le matin et le soir, qui est le moment du milieu de la journée. Donc il y a une certaine douceur qui se dégage par opposition aux excès du midi précédent. Et cette douceur se dégage aussi dans le rythme qui ralentit et qui se fait plus ample. Avec l'énumération et l'anaphore, avant on avait un rythme très rapide, qui là disparaît pour donner place à une longue phrase avec beaucoup d'ampleur, pour un tiède et frais après-midi de février, où dans le pays que j'aime, la neige bleuâtre fond lentement à l'ombre des haies et découvre brin à brin, etc. On a de nombreuses propositions qui s'enchevêtrent les unes dans les autres et créent de l'amplitude à ce passage
qui montre justement aussi l'émotion qui commence à la submerger. Et cette émotion se voit aussi dans l'adjectif qui clôt cette énumération, émouvant, qui montre bien que ce vers qui ici est personnifié est capable d'émouvoir donc la narratrice. Et ensuite, nous arrivons donc à une sorte de poème en prose qui dresse un hommage poétique au pays natal, avec un présent tout d'abord que nous pouvons remarquer, qui donne l'impression que l'image qu'elle va décrire, avec un merle et puis ensuite la terre et ses odeurs, est une image qui est présente, comme si elle revivait en l'évoquant ce pays qu'elle a connu, comme si elle appartenait à nouveau à l'image de ce pays qu'elle a connu. Et comme souvent dans le pays de ses origines, ce qui est important, c'est les nombreux sens, qui, dans le Midi, ne lui avaient pas permis d'atteindre l'union à la nature, mais qui ici, au contraire, sont présentés de façon positive. On a la noirceur, avec l'épine encore noire, qui montre ici le passage de l'hiver à l'été, avec le passage de la noirceur des branches en hiver vers la verdeur des branches du printemps puis de l'été. Mais aussi Louis, avec le merle, qui glougloute mélodieusement et égoutte des notes limpides et rondes. Le merle évoque un épisode qu'elle racontera quelques années plus tard dans Sido, et que nous lisons avant dans le livre, celui où Sido admire un merle mangeant des cerises. Donc on voit ici que ce rapport amoureux à la terre de Colette lui vient de sa mère. Elle fait d'ailleurs référence ainsi à la mère à travers cet oiseau. Et dans l'attention qu'elle porte à ce merle, c'est aussi une attention qu'elle porte à son chant, qu'elle met en valeur dans toute sa singularité et sa beauté, sa simplicité, à travers le verbe glouglout accompagné de l'adverbe mélodieusement. Verbe qui vient d'une onomatopée, glouglou, qui devient un verbe, donc il a quelque chose de très prosaïque, mais associé à un adverbe très poétique, mélodieusement, donne quelque chose d'à la fois paradoxal, simple et en même temps poétique, qui montre donc l'attention qu'elle porte à ce petit détail qu'elle veut rendre unique. Et la métaphore ensuite du chant en gouttes renvoie à la fois à l'eau, qui parcourt toute la description du pays natal, mais aussi aux larmes de la nostalgie de la narratrice. Et ensuite, dans une longue phrase, nous avons une insistance sur le sens olfactif, avec à nouveau un lyrisme basé sur les paradoxes, puisque ce qui caractérise le parfum de la terre délivrée, c'est la pourriture, l'arôme sûr, les feuilles macérées, triturées. Donc cette pourriture de la nature qui est attendue sous la neige, et ce qui fait finalement la beauté de cette odeur, qui est une odeur particulièrement terrestre. Et on peut retrouver toute la question donc de la pourriture de l'humus, qui a donné humilité, qui montre que la beauté que Colette aime n'est pas une beauté tape à l'œil comme celle du Midi, mais une beauté finalement plus humble et plus proche du sol et de la terre, qui est celle de sa Bourgogne natale. Et puis, cette phrase chute sur un oxymore, l'amer et incomparable bonheur printanier, qui montre l'ambivalence de cette nostalgie qui en même temps est bonheur. Et chez Colette, on a souvent comme ça cette association du bonheur et de la nostalgie, qui se lient pour former un sentiment complexe, caractéristique donc d'un attachement au passé qui n'est pas pour autant un enfermement dans le passé. Ainsi, nous avons pu voir qu'il y a ici une opposition entre le Midi et la terre natale, et cet éloge de la terre natale légitime le rejet qu'elle a d'une beauté finalement superficielle, excessive, convenue du Midi, auquel elle préfère une terre plus humble et caractérisée par la vie, qu'est sa terre bourguignonne. Nous pouvons penser, en lisant ce texte aussi, à la poétesse contemporaine Cécile Coulon, qui dans son recueil Ronces attache de l'importance à nouveau aux petites choses de sa terre natale qui est l'Auvergne. Et d'ailleurs, quand elle présente son recueil Ronces, elle dit qu'il s'agit de transmettre des images qui lui sont propres à travers ce recueil, et que si elle a choisi ce titre, entre autres, elle donne beaucoup d'explications, mais elle parle aussi de la couleur verte et noire des ronces, qui sont des couleurs qu'elle aime beaucoup, et qui sont celles aussi qu'on retrouve dans la description de la Bourgogne, dans la description de la terre natale de Colette, qui se caractérise justement par des couleurs souvent autour du vert, contrairement au Midi, qui est très ocre. On peut aussi penser au Chant du monde de Genot, qui au contraire fait l'éloge du sud de la France, mais parce que chez Genot, sa terre natale, cette fois, c'est le sud, mais plutôt les Alpes du Sud. Donc avec, au contraire, ici, une
Il magnifie la grandeur et l'âpreté de cette région.